Bonne année 2026, on est enfin arrivé en janvier ici. Alors c'est comment dans le futur? Est-ce que j'ai trouvé un travail? Est-ce que vous savez vous? Alors le bilan 2025, pour ma part, ça a été 60 bouquins lus, 2 de plus qu'en 2024, une moyenne de 7,2 sur 10 pour mes lectures, soit un dixième de mieux que l'année d'avant. Une amélioration de fou. Il faut aussi reconnaître que j'ai eu bien plus le temps de lire, que j'espère avoir moins le temps de lire en 2026. Pas ouf comme introduction. Mais sinon, par quel bouquin a-t-on ouvert l'année 2026? Qu'est-ce que j'ai lu en janvier? Alors, j'ai lu un énième recueil de nouvelles du King de l'horreur. J'ai lu le 7e meilleur livre du 21e siècle selon le New York Times. J'ai lu Harry Potter qui fête ses 16 ans. J'ai lu la satire de R.F. Kuang. Et enfin, j'ai lu l'histoire si les nazis avaient gagné. Alors, de quoi va-t-on parler en janvier? J'ai commencé cette année 2026 avec Minuit 2 de Stephen King. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas discuté du maître de l'horreur. Aussi parce que j'ai de moins en moins d'œuvres de lui à lire dans ma perpétuelle quête de conclure l'entièreté de l'œuvre de Stephen King. Le dernier que j'avais lu de lui datait de juillet et son merveilleux Marche ou crève. Seulement j'avais déjà lu Marche ou crève. Minuit 2 c'est pas un roman et j'ai menti en introduction parce que c'est pas vraiment un recueil de nouvelles non plus. En fait c'est un peu une anomalie. C'est-à-dire que Minuit 2 et Minuit 4 sont publiés en même temps et que dans chaque bouquin il y a 2 courts romans, donc 4 histoires au total. Je comprends pas vraiment la logique éditoriale derrière l'assemblage de ces courts romans parce que c'est des œuvres qui auraient pu être vendues individuellement. Peut-être un sens pratique tout au plus parce que peut-être qu'ils considéraient que la qualité n'était pas suffisante pour être publiée individuellement. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai lu Minuit 4 il y a 1 an et demi. C'était vraiment pas fou. On avait des idées mal exploitées, du gore pour du gore, du Stephen King un peu cliché en roue libre, presque qui fait ce qu'on attend de lui et pas ce qu'il aime bien, je sais pas. On espère du mieux pour Minuit 2. Les 2 romans, les 2 tomes, les 2 bouquins, je sais pas, sont publiés en France en 1991 par Albin Michel, alors que Stephen King est en pleine bourre. Il vient de publier le superbe Le Fléau, qu'il a réussi à faire publier comme il voulait, parce que c'est un énorme pavé de plus de 1000 pages que la maison d'édition voulait couper. Bref, c'est un récit de fin du monde, et il publie aussi l'exceptionnel Bazar, qui est une formidable histoire que je vous conseille sur une ville qui plonge dans la folie. Mais alors, c'est quoi le délire avec Minuit 2? Donc dans ce bouquin, comme je vous disais, on a 2 courts romans. Tout est relatif, parce que là-dedans on a plus de 560 pages, donc des romans de 280 pages, c'est pas si court. Ces 2 romans, de quoi ça parle? Le premier c'est Les Langoliers, c'est une histoire assez folle qui commence dans un avion qui fait le chemin entre Los Angeles et Boston. Parmi tous les passagers qui embarquent, il y en a 10 qui s'endorment presque immédiatement quand l'avion décolle, et quand ces 10 passagers vont se réveiller, ils vont s'apercevoir qu'il n'y a plus qu'eux dans l'avion. Alors qu'ils essayent d'atterrir en urgence, le monde d'en dessous semble en train de disparaître. Sous tension, ces 10 passagers vont devoir apprendre à s'entendre et à survivre ensemble. La deuxième histoire s'intitule Vue imprenable sur Jardin secret, et ça nous conte le récit de Mort Rainey, qui est un écrivain qui est couronné de succès, assez pour vivre confortablement sans être un Stephen King quoi. Mais il est en train de vivre un divorce difficile, il a surpris sa femme en train de le tromper avec son agent immobilier. Bref, un jour cet écrivain il va recevoir la visite d'un paysan nommé John Shooter. John il accuse Mort de plagiat. Il maintient que Mort a écrit mot pour mot une histoire que lui-même n'a pas publiée. Et du coup, cette accusation est le début d'une escalade de violence. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Minuit 2? C'était délicieux. Les 2 courts romans sont sincèrement très bons, avec un rythme qui est impeccable, une narration efficace, des personnages forts et hauts en couleur. Mention spéciale à Les Langoliers, qui par pas mal d'aspects m'a rappelé ma série préférée, l'exceptionnelle série Lost. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais c'est une série qui est fondamentale dans mon imaginaire. D'ailleurs, récemment, à Paris, je faisais un week-end à Paris, j'ai rencontré Dominique Monaghan, qui joue Charlie Pace dans Lost, qui joue aussi, et surtout, Mary dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà, je vous mets la photo, je suis heureux comme un gamin, c'était génial, quel bonheur. Génial comme la deuxième histoire de ce bouquin, Vue imprenable sur un jardin secret. C'est un genre très différent, mais superbe dans son inquiétude normale. Être face à un zinzin violent, cette histoire nous offre l'un des meilleurs plot twists que j'ai vu chez Stephen King, et un des plot twists qui m'a le plus marqué récemment. C'était vraiment cool, bien meilleur que son jumeau maléfique Minuit 4. Ensuite j'ai lu The Underground Railroad de Colson Whitehead. Alors le roman est publié en 2016 aux États-Unis et l'année suivante en France aux éditions Albin Michel, le livre de poche, comme d'habitude tu connais. C'est le 6e bouquin de l'auteur avec lequel il remporte son premier prix Pulitzer de la fiction. Il va le remporter une seconde fois 3 ans plus tard en 2020 avec son roman Nickel Boys, que j'ai ici quelque part bien au chaud, que j'ai pas encore lu, qu'on m'a prêté. Par cette performance, Colson Whitehead fait partie de l'élite littéraire américaine. Il n'y a que 3 autres auteurs qui ont remporté 2 prix Pulitzer. Booth Tarkington, bien sûr,
Qui ne savait pas? Tout le monde savait, surtout moi, je sais pas qui c'est. William Faulkner et John Updike, bien plus connus aujourd'hui. D'ailleurs, ce gourmand de Colson Whitehead avait déjà été nommé en 2002 pour son deuxième roman, Ballade pour John Henry. Le mois dernier, je vous parlais de mon ambition de lire les 100 meilleurs romans du XXe siècle, selon le New York Times. Et ben, il s'avère que The Underground Railroad est classé 7ème. Et alors, de quoi se passe-t-il dans ce roman que je vais arrêter de prononcer parce que ça, j'aime pas la manière dont je le prononce. Railroad. Le roman se déroule aux États-Unis dans les années 1850. Quelques années avant la guerre civile, le pays est déjà coupé en deux. Au nord, les États s'industrialisent et les esprits se questionnent sur la question de l'esclavagisme. La frange abolitionniste gagne du terrain. Par contre, au sud, c'est une autre question. Ces États, ils sont restés agricoles et leur économie repose soi-disant sur la traite des esclaves. L'opposition est nette et chauffe les esprits. Et dans ce contexte, on va suivre Cora, qui est une jeune esclave en Georgie, et on va la suivre à travers sa quête de liberté, un road trip déchirant à travers le sud des États-Unis. En passant donc par l'Underground Railroad, c'est un chemin de fer clandestin qui se composait de routes peu connues, d'itinéraires secrets et d'étapes sûres, utilisés pour assurer des passages vers les États du Nord, puis le Canada pour les esclaves en fuite. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une œuvre que j'ai trouvée évidemment très forte, très dure par nécessité dans ce qu'elle décrit. Le récit se base sur la réalité historique de la condition des esclaves en fuite à cette époque, et on y croit bien. Hein. Honnêtement, j'ai du mal à trouver les mots justes pour parler de ce bouquin, de l'injustice que ça me fait ressentir, de la colère que ça provoque. Il y a un truc d'incompréhension en fait de l'état d'esprit d'époque, de décalage temporel et un sentiment d'irréalité. Comment des êtres humains ont pu traiter d'autres êtres humains de cette manière? Alors, c'est une œuvre qui m'a marqué, que j'ai appréciée narrativement et stylistiquement, mais qui m'a dérangé dans ce qu'elle dit, parce que elle doit nous mettre mal à l'aise aussi, elle doit nous avertir, elle doit nous rappeler de notre histoire. Pas une œuvre dans laquelle je me replongerai. Le troisième livre du mois et de l'année, c'est Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, parce que j'avais besoin de me relaxer après la lecture tendue de ce bouquin. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, ça sort en 2005, 2 ans après le tome précédent, et c'est encore une dinguerie éditoriale. La version anglaise est sortie simultanément le 16 juillet 2005 à minuit dans un grand nombre de pays anglophones. La version française, elle, est sortie le 1er octobre 2005 à minuit et c'est plus de 800 000 exemplaires qui se vendent les 5 premiers jours de vente. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Rien qu'en France, 800 000 exemplaires en 5 jours, rien qu'en France. Parce que le 16 juillet 2005, sa sortie en version originale, c'est 7 millions d'exemplaires vendus. Voilà, 7. C'est fou. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est fou. J'ai un peu fouillé. Je retrouve pas de phénomène littéraire d'une telle ampleur. Et je pense qu'on n'en retrouvera jamais. Je pense sincèrement que le retentissement de la saga Harry Potter est d'une amplitude qu'on ne retrouvera jamais. Ce fut une telle dinguerie que les bookmakers anglais ont instauré des paris sur quel personnage allait mourir au cours de ce 6e tome. Et il y a eu des paris venant de la ville où était imprimé le bouquin sur Albus Dumbledore. Ça a provoqué une énorme controverse. Bref, c'était incontrôlable. Alors, il est question de quoi dans ce 6e tome des aventures d'Harry Potter? Alors, c'est de plus en plus sombre, mon pote. Et cette fois-ci, le ministre de la magie a vu lui-même Voldemort de ses propres yeux lorsque ce dernier essayait de voler la prophétie qu'il concernait. Alors, celui dont on ne doit pas prononcer le nom se met en branle. Attentat, terreur, sabotage. Sauf qu'il lui reste un grand ennemi, un sorcier dont les pouvoirs lui font peur, Albus Dumbledore, le directeur de l'école de magie de Poudlard. Du côté du bien, il faut se préparer à battre le pire sorcier qui ait jamais existé. Dumbledore est conscient que c'est pas lui qui mènera le combat, alors il forme le plus si jeune Harry Potter, qui du haut de ses 16 ans accepte un lourd fardeau sur ses épaules. Dumbledore va conduire Harry à travers l'histoire de Voldemort pour en déceler les faiblesses et la magie la plus noire qui existe. Et alors j'ai bien évidemment adoré cet avant-dernier tome des aventures d'Harry Potter. C'est un tome de transition qui prend vraiment le temps de raconter, d'établir une chronologie de la vie d'un des antagonistes les plus marquants de la pop culture. Parce que vraiment, faut dire ce qui est, Voldemort, il se place à côté des autres Sauron et Dark Vador. Honnêtement et sincèrement. Ce tome, il prend le temps de lui donner une vraie personnalité, crédible et solide, de lui apporter des croyances, des motivations, un passé autre que celui d'être un simple méchant. Et j'ai aussi trouvé ce 6e tome très mélancolique, mais peut-être que je fais plus bien la différence entre ce que le roman m'offre et ce que je ressens en le lisant. On sent qu'on s'approche de la fin, que tout se conclut bientôt, et bien sûr une fin déchirante qui crève le cœur, la mort d'un des meilleurs personnages de cet univers, l'un des plus sages en tout cas. J'ai adoré et j'ai hâte de lire le tome suivant, tout autant que j'ai pas envie de lâcher cette
cet univers dans lequel je me sens honnêtement bien. On continue ce mois de janvier avec Yellowface. Yellowface qui est un roman écrit par Rebecca F. Kuang et publié en France en 2024 grâce à la maison d'édition Ellipsis. Rebecca Kuang s'est d'abord fait connaître grâce à cette trilogie La guerre du pavot qui est publiée aux États-Unis entre 2018 et 2020 mais qui est toujours pas conclue en France. Ouais, parce que le premier tome il sort chez Actes Sud en 2020 puis plus rien. Alors que l'international, la série est un fort succès commercial et critique mais peut-être trop discret en France. Actes Sud, ils sont jamais allés plus loin que le premier tome, que j'ai là, quelque part, mais qui va devenir collector, hein, parce qu'il n'y a que lui. Et fort heureusement, De Saxus obtient les droits de traduction de Babel, le nouveau roman de la jeune autrice, que j'ai lu cette fois-ci, hein, qui a une formidable histoire sur l'impact du colonialisme, sur l'appropriation culturelle, sur la langue, bref. Un roman qui remporte le prix Nebula du meilleur roman 2022, le prix Locus du meilleur roman de fantasy 2023, et c'est suite à ce succès que De Saxus récupère le droit de publication de la trilogie La guerre du pavot et publie le premier tome l'année dernière en 2025. Alors on aura certainement le droit à la traduction de la conclusion de la saga. Mais sinon, Yellowface. Alors Yellowface c'est quoi ? Rebecca F. Kuang, elle s'éloigne du fantastique habituel pour ce roman-là, qui s'ancre un peu plus dans le réel et même dans l'actuel. Yellowface, c'est une satire. William Morrow, donc c'est celui qui vend les droits du bouquin à l'international, en lien avec HarperCollins, la maison d'édition de Rebecca F. Kuang, il décrit le bouquin comme ça. Deux points, ouvrez les guillemets. Yellowface suit une autrice blanche qui vole un manuscrit non publié, écrit par une romancière américaine d'origine asiatique, qui a eu plus de succès et qui est morte d'un étrange accident, et qui publie comme s'il était le sien. Donc on va suivre June Hayward, qui est une autrice qui galère, qui a publié une première fois avec une maison d'édition mineure, qui a eu un succès très discret, et qui maintenant n'arrive plus à rien. Et elle est amie avec Athena Liu, qui est une autrice sino-américaine, qui est une ancienne camarade de classe, mais qui est tout son opposé. Elle est couronnée d'un succès critique et commercial, elle est la jeune autrice la plus prometteuse de sa génération, alors que les deux célèbrent ensemble les droits d'adaptation du prochain bouquin d'Athena par Netflix. Cette dernière meurt accidentellement. Alors June, en fouillant l'appartement, va trouver un manuscrit non publié d'Athena, le faire sien et publier, en gardant le secret de son origine. Et alors qu'est-ce qu'on en pense du bouquin de Yellowface ? Eh ben j'ai sincèrement adoré. J'ai trouvé le roman très pertinent dans les thématiques qu'il aborde et dans sa manière de les aborder. Le roman est écrit à la première personne du singulier, du point de vue de June Hayward, celle qui s'approprie le manuscrit. Ce manuscrit prend pour sujet les travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale et le fait que June Hayward, autrice blanche, publie le roman en son nom sans en attribuer les crédits à Athena. On est dans l'appropriation culturelle la plus ignoble et June va se victimiser elle-même si habilement dans cette situation qu'on en serait à deux doigts d'avoir pitié d'elle. J'ai trouvé le récit vraiment très habile sur cette frontière dans la moralité, très acide sur un monde de l'édition cynique qui se repose bien trop sur les réseaux sociaux et l'immédiateté du buzz. D'ailleurs, la critique de ce système est aussi forte qu'alarmante, l'autrice étant autant matrixée par Goodreads que moi, en tant que lecteur, qui ne découvre aucun roman sans aller sur l'application au préalable pour déjà tout connaître du bouquin et surtout sa note, s'il est bien noté. Je lis aucun bouquin qui a moins de 4 étoiles, c'est catastrophique. En bref, j'ai adoré les thématiques de Yellowface, j'ai adoré son traitement, j'ai adoré les remises en question que le roman provoque. J'ai aussi aimé son suspense et ses personnages, et c'est vraiment ma recommandation du mois. Pour conclure le mois de janvier, j'ai fini par lire Fatherland de Robert Harris, à ne pas confondre avec Thomas Harris, hein, comme a pu le faire Pocket. Fatherland de Robert Harris donc, qui est un roman publié en 1992 par la maison d'édition Juilliard en France. Robert Harris est un auteur de romans historiques en tout genre. Il va tant étudier la Rome antique avec une saga sur Cicéron, un autre roman sur Pompéi, que la Seconde Guerre mondiale avec Fatherland, avec Munich, que toute autre période qu'il fait kiffer. Il y aura l'URSS post-Staline, il y aura l'affaire Dreyfus, bref, un historien le gars. Et alors Fatherland dans tout ça, c'est une uchronie, c'est-à-dire une réécriture de l'histoire à partir d'un point donné dans le temps, une histoire alternative quoi. Le roman, comme le chef-d'œuvre de Philippe K. Dick, Le Maître du Haut Château, prend pour postulat le fait que l'Allemagne a remporté la Seconde Guerre mondiale. J'adore l'Uchronie, hein, c'est un de mes genres préférés, mélangeant la science-fiction et roman historique, qui trouble vraiment par ce que le monde aurait pu être en changeant un petit détail. C'est un bouquin qui m'a été conseillé après ma lecture de La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt, une autre Uchronie dans laquelle Adolf Hitler est accepté aux Beaux-Arts et donc ne devient pas ce qu'il a été. Et alors il se passe quoi dans Fatherland ? On est en 1964 et l'Allemagne a remporté la Seconde Guerre mondiale 20 ans plus tôt. L'Allemagne nazie s'apprête à fêter le 75e anniversaire d'Hitler et attend la visite de
Joseph Kennedy, président des États-Unis, pour établir les relations diplomatiques entre les deux superpuissances. Dans ce contexte, on va suivre Xavier March, c'est un inspecteur de police, c'est un nazi par obligation, mais comme tout le monde l'est en Allemagne. Il n'adhère pas vraiment aux idées du parti et est considéré comme asocial. Il est même mis sous surveillance par la Gestapo juste parce qu'il n'est pas chaud pour faire partie du parti. Alors qu'il n'est pas censé être de garde ce jour-là, il est envoyé enquêter sur la meurtre d'un ancien dignitaire du parti. Et alors que l'enquête avance, March s'aperçoit qu'il est pris dans les engrenages du pouvoir d'un complot politique bien plus profond qu'il ne le pense. Et alors qu'est-ce que j'ai pensé de Fatherland? Et bah le roman fout une sale ambiance, je vais pas vous le cacher, hein. Le sujet est bien pesant, bien lourd comme il faut, par contre il est vraiment bon dans ce qu'il propose. L'enquête est prenante, le suspense est bon même si on comprend vite, très vite, trop vite ce que l'inspecteur Xavier March va découvrir. Ce que l'Allemagne nazie aurait bien pu cacher à ses citoyens. Le roman vaut autant pour le contexte historique théorique qu'il décrit, quel serait le monde 20 ans après la victoire de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale, et la situation géopolitique est vraiment bien détaillée, sans pour autant prendre le pas sur le cœur du roman, hein, le thriller historique, au cours duquel un inspecteur allemand découvre l'un des secrets les plus sombres de l'Allemagne nazie. C'est glaçant, c'est effrayant, c'est glauque. Je vous le conseille, hein, puisque c'est ça d'avoir des nazis au pouvoir. C'est tout pour le mois de janvier, premier mois 2026, très satisfaisant en termes de qualité de lecture. J'espère que ça va continuer comme ça toute l'année. Le mois prochain, on va discuter de quoi? Bah écoute, il y aura un roman franchement pas terrible, aïe déjà, sur une scientifique qui vient réintroduire les loups en Écosse. Il y aura de la dark fantasy, mais vraiment, genre vraiment dark, avec des situations désespérées, une ambiance sombre, et pas de séduction genre. Il y aura le premier coup de cœur de 2026 pour un superbe roman de science-fiction. Il y aura le peu terrible Tolkien coréen. Et enfin, il y aura le retour en grâce de Jeff Vandermeer. Alors on se dit à bientôt, salut!